Le vendredi 13 octobre 1972, une date à jamais gravée dans les annales de la survie humaine. Un avion Fairchild FH-227D affrété par l'armée de l'air uruguayenne a pris son envol. Sa destination était Santiago au Chili, mais il avait quitté Montevideo. À bord, 45 âmes, les jeunes du Old Christians Club, leurs proches et l'équipage. Ils vibraient pour le rugby et la camaraderie, inconscients d'une épreuve qui repousserait les limites de l'endurance humaine. La première étape, le 12 octobre, s'arrête à Mendoza à cause du temps traître. Le lendemain, cap vers le sud, par le col du Planchon, un corridor réputé plus sûr. Le Fairchild pénètre des nuages épais, les pilotes se fient aux instruments. Croyant la crête franchie, ils commencent la descente. La montagne est droit devant. Soudain, vers 15h30, l'atmosphère insouciante s'effondra. En descendant trop tôt à travers la couverture nuageuse, l'appareil heurta un pic rocheux. L'aile droite est arrachée, la queue du fuselage sectionnée. La cabine devient une gueule béante livrée au vent. La section avant dévale un glacier à une vitesse folle. Il s'immobilise, puis un silence terrifiant. 12 morts sur le champ, des blessés graves, des appels étouffés. Près de 4000 mètres, l'air est rare. Le froid transperce les vêtements déchirés. Le choc cède à l'instinct. Soigner, s'abriter. Roberto Canessa et Gustavo Zerbino improvisent des soins et déplacent les blessés dans l'épave. Le fuselage brisé devient bouée de sauvetage. On bouche les trous avec sièges, bagages et panneaux. Un mur de fortune, faible mais crucial contre l'assaut des vents. Le soleil sur la neige aveugle, risque d'ophtalmie des neiges. Il fabrique des lunettes, pare-soleil teinté, carton, tissu fendu. Ces créations deviennent essentielles pour fouiller et chercher. Déshydratation en altitude, boissons épuisées, il faut fondre la neige, feuilles de métal sombres au soleil, gouttes qui remplissent lentement des bouteilles. Chaque goutte et miette sont comptées. Une organisation sociale émerge, soignant aux blessés, plus fort à la neige et aux réparations, intendance aux vivres, chocolat, crackers, un peu de vin, microscopiques élans d'énergie et d'espoir. Au coucher du soleil, ils se blottissent, leur foyer lugubre tient encore. La petite radio, seule connexion au monde. Chili, Argentine, Uruguay, au début, l'espoir vrombit dans le ciel. La voix crépite, la recherche officielle est annulée. Le monde les a abandonnés, un silence lourd tombe. Larmes, stupeur, vertige, l'attente de mourir remplace l'attente du secours. La camaraderie vacille, une braise de défi s'allume. Si nul ne vient, il faudra partir, survivre des semaines, peut-être des mois. Les provisions s'effondrent, il faut affronter l'impensable, leur foi, leur morale et la fin, un triangle impossible. La nuit tombe avec une question unique. Jusqu'où pour vivre? Un tournant terrible qui deviendra un tabou mondial. La faim lancinante vide corps et esprit, cuir mâché, coton arraché, rien ne nourrit, seul, dehors, les corps gelés des amis. Source de protéines, honte, répulsion, foi, ils prient, débattent, pleurent. Décision collective, si l'un meurt, son corps soutiendra les autres. Les âmes sont parties, les corps, des vaisseaux pour sauver des vies. Éclat de verre comme l'âme, une tâche macabre accomplie avec respect. Ils l'appellent leur sainte communion, chercher la grâce dans l'indicible. Choix qui choquera le monde, mais leur permettra de tenir. Un sacrifice pour revoir leur famille. Ils vivent contre l'indicible.
Le 29 octobre, alors qu'ils dorment, une avalanche frappe un mur de neige, dévale la vallée et percute le fuselage. La neige remplit tout, l'abri devient tombe, neige dure comme du béton, cris étouffés, poumons en feu. Quand tout se fige, 8 autres ont péri. 3 jours dans l'obscurité, l'air raréfié, la tempête dehors. Roy Harley perce un conduit de ventilation au hublot. L'air frais les sauve de l'asphyxie. Ils émergent, moins nombreux, plus traumatisés, mais vivants. L'avalanche a pris, mais n'a pas brisé leur volonté. La montagne demeure indifférente. Après plus d'1 mois et demi, la survie passive est une lente condamnation. Le printemps adoucit, mais le temps est compté. Seul espoir, franchir à pied la cordillère. Nando Parrado, endeuillé et déterminé. Roberto Canessa, esprit tenace. Un sac de couchage cousu dans l'isolant de l'épave. Chef-d'œuvre vital pour 3. Le 12 décembre, Parrado, Canessa, Visintin quittent l'épave à l'aube. Petite poche de chair congelée, eau de fortune, gravir la grande montagne à l'ouest. Neige profonde, air rare. Chaque pas est un combat. Au lieu du salut, une mer infinie de pics. Ils sont au cœur des Andes. Parrado désigne une tache verte. Tintin retourne au camp. Eux descendent vers la vie. Acte de foi, un dernier effort. La descente, aussi périlleuse que l'ascension, pentes instables, crevasses, émaciées, faibles, Canessa souffre de dysenterie, un filet d'eau devient rivière, signe d'altitude qui baisse, herbe, un lézard, une vache, miracle qui ravive l'espoir. Après 9 jours, une rivière déchaînée et, en face, un cavalier. Le vacarme couvre leurs voix. Ils agitent les bras. Le berger chilien les voit. Il promet de revenir. Au matin, il lance pierre et papier. Parrado écrit tremblant. Je viens d'un avion tombé. Je suis uruguayen. Nous marchons depuis 10 jours. Il reste 14 blessés. Nous n'avons pas de nourriture. Nous sommes faibles. Quand viendrez-vous? S'il vous plaît, nous ne pouvons même pas marcher. Catalan comprend, leur jette du pain, puis galope alerter les autorités. Une opération se met en place. Eux attendent et prient. Ils pensent aux 14 amis restés dans le fuselage, suspendus au même espoir. Le 22 décembre, 72 jours après le crash, la planète s'électrise. Des hélicoptères décollent, Parrado les guide à travers l'école. Au fuselage, un bourdonnement d'abord lointain, puis la délivrance squelettique, brûlée devant, yeux creusés, méconnaissables. Altitude et espace, limite moitié évacuée, l'autre passe une nuit de plus avec des sauveteurs. Au matin, l'évacuation finale met fin à l'épreuve. À Santiago, les médias affluent, premières interviews planétaires. Comment ont-ils tenu sans nourriture? D'abord évasifs, ils ne peuvent taire la vérité. Choc, horreur et pour beaucoup compréhension. L'Église catholique finit par les absoudre. Le sauvetage physique est clos, le chemin émotionnel ne fait que commencer. Le vol 571 est plus qu'un récit de survie, c'est la preuve de la solidarité humaine. Ils ont partagé nourriture, vêtements, eau, pris soin des malades, décidé ensemble, outils à partir de débris, nuit glaciale surmontée par la ténacité. Parrado et Canessa, 10 jours de foi, d'effort et d'amour pour leurs amis, se réinsérer, écrire, témoigner, partager les leçons de vie, de mort, de foi, d'amitié, la vallée des larmes et sa croix, mémoire des 29 disparus. Cette histoire met à nu moralité et survie. Jusqu'où irions-nous face à l'ultime choix? Dans le désespoir, l'espoir naît d'un regard, d'une main, d'un pas de plus.
13 octobre 1972, l'épreuve rappelle que la survie est un triomphe douloureux de la vie sur l'indicible. Dans le silence glacé des Andes, 16 vies ont résisté à l'impossible. Et leur histoire nous accompagne à jamais.